Togo Vision, l'actualité sociopolitique au Togo en vidéo citoyenne, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique. Christophe Courtin, Eric Bosch, Werner Keller, Alzerika, Olivier Renson, s'ils ne sont pas des diplomates accrédités, ils sont directeurs de sociétés étrangères basées au Togo ou encore représentants d'institutions internationales. Tous européens ont été sommés de quitter le Togo pour, dira-t-on, ingérence dans les affaires internes d'un État souverain, le Togo. La dernière victime de ces expulsions est le représentant de l'Union européenne au Togo, Nicolas Belanga Martinez, en poste depuis 2013. Selon nos informations, le gouvernement lui reprocherait de tenir des propos désobligeants contre le Togo et d'entretenir des contacts avec l'ancien ministre de la Sécurité, François Akila Esso Boko. Ce dernier en exil depuis 2005. Il est à rappeler que le diplomate européen Belanga Martinez est un homme qui incarne une certaine franchise, surtout sa position de réitérer plusieurs fois au gouvernement togolais la nécessité d'opérer les réformes politiques. Dans sa dernière sortie médiatique, à ce sujet, il avait dénoncé le danger que revêt la manipulation des dialogues sans résultat dans une république, faisant ainsi allusion aux dernières assises Ashkur au Togo. Que cache ce renvoi du représentant de l'Union européenne, Nicolas Belanga Martinez, au Togo? Quelles sont les conséquences diplomatiques pour le Togo et l'impact sur le prochain sommet sur la sécurité maritime? Amis auditeurs de Canal K, Fenêtre sur l'Afrique, sur nos radios partenaires, FM Liberté, Radio Dénigma et Bénin Radio, nos invités de la diaspora togolaise vont commenter et analyser cette actualité avec nous, en ligne en direct depuis les États-Unis et la France. Mais en attendant, nous accueillons en ligne en direct depuis Lomé notre confrère Carlos Quetao, directeur du journal Indépendant Express. Vous écoutez Fenêtre sur l'Afrique avec le soutien de l'initiative Fonds démocratique au Togo, de la diaspora togolaise et du groupe Fenêtre sur l'Afrique, basé en Suisse. Radio Denigban, basé aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. FM Liberté à Chicago, la radio de la diaspora africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Carlos Quetao, bonsoir. Bonsoir Sylvain, bonsoir la diaspora, bonsoir Bruxelles, bonsoir Paris, bonsoir Washington, bonsoir New York, bonsoir Luxembourg, bonsoir toute l'Europe, l'Amérique, l'Asie et le monde entier. Merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Je le disais, vous êtes journaliste, directeur de publication L'Indépendant Express. Eh bien, Carlos, voilà, l'information est tombée il y a quelques jours au Togo et a fait la une des journaux. C'est justement le représentant de l'Union européenne, Nicolas Belanga Martinez, qui est sommé de quitter le Togo et le gouvernement lui reproche de tenir des propos désobligeants contre l'État togolais et d'entretenir des relations avec l'opposant togolais François Akila Esso Boko, ce dernier qui est en exil depuis 2005. Mais Carlos Quetao, au-delà des accusations du gouvernement togolais, que cache vraiment ce renvoi du représentant de l'Union européenne au Togo? Oui, vous savez que nous sommes dans une période de fébrilité politique à travers le monde, à travers l'Afrique, où les populations sont de plus en plus hostiles à certains dirigeants qui sont, comme on le dit, les fils à papa. Je veux parler du Togo, de la RDC, du Gabon, où Ali Bongo vient de remporter les élections dans des conditions ambiguës. Bon, vous voyez qu'au Togo également, il y a une certaine mobilisation et qui essaie de faire fléchir le gouvernement et le pouvoir togolais dans le but d'assurer une certaine alternance politique. Vous n'êtes pas sans savoir que le Togo, en fait, est dirigé depuis près de 50 ans par la même famille Gnassingbé. Et c'est Faure Gnassingbé, le fils de Gnassingbé Adema, qu'on connaît, qui est actuellement au pouvoir. Donc, les relations sont très pointues vis-à-vis de certains partenaires de l'Union européenne notamment, ou des acteurs du corps diplomatique, qui aujourd'hui voient les choses de façon assez normale, dans la logique. Et aujourd'hui, c'est Belanga
l'ambassadeur de l'Union européenne qui est sommé de quitter le Togo, d'être rappelé. L'information, nous l'avons eue en exclusivité et nous l'avons partagée sur les réseaux sociaux au cours de la semaine dernière. C'est que le gouvernement togolais ou le pouvoir togolais, à la personne de Faure Gnassingbé, le chef de l'État lui-même, reprocherait, selon la lettre du continent, à M. Martinez Berlanga, d'entretenir des relations avec l'opposition farouche, et notamment Akila Issa Bokor. Vous savez qu'en 2005, à l'association du général Gnassingbé Yadema, et après sa mort, il y a eu un hold-up électoral constitutionnel, je veux dire, où le chef de l'État actuel, qui était ministre de l'équipement, par un tour de passe devenu membre de l'Assemblée nationale en tant que député, président de l'Assemblée nationale et enfin président par intérim du Togo. Et cela a provoqué un véritable tollé. Donc, Akila Issa Bokor, à l'annonce, à l'approche des élections, a dû lancer, tirer sur la sonnette d'alarme pour dire que la situation est grave. Si on tient coûte que coûte l'élection de 2005 où Faure Gnassingbé était candidat, il y aurait bain de sang. Donc à la fin, il a été obligé à l'exil. Il est parti et est aujourd'hui consultant de l'Union européenne. Il était à l'époque le ministre de l'Intérieur. Donc aujourd'hui, de plus en plus, on commence par constater que le pouvoir voit de mauvais œil tous ceux qui tentent de collaborer avec cette opposition incarnée par l'officier Akila Issa Bokor, qui entre-temps était en mission pour l'Union européenne au Bénin. Et il a dû quitter précipitamment le Bénin, tout simplement parce que le pouvoir togolais tentait de l'arrêter et de le poursuivre. Et maintenant, il doit faire en mission au Cameroun et puis au niveau de Bruxelles à l'Union européenne. Donc c'est dans ce cadre que le pouvoir togolais reproche à Akila Bokor d'entretenir des relations avec l'ambassadeur de l'Union européenne. Carlos Keito, où est-ce que le renvoi de Nicolas Belanga Martinez de l'Union, qui est le représentant de l'Union européenne au Togo, est-ce que son renvoi était prévisible puisque ce représentant ne mâche pas ses mots en interpellant le gouvernement togolais, surtout dans le cadre des réformes politiques? Ce n'est pas tout fameux, ce n'est pas du tout avantageux pour le pouvoir togolais, dans la mesure où nous sommes dans une période où l'opposition est en guerre pour des réformes politiques qui n'ont jamais lieu. L'opposition est en guerre pour obtenir une certaine alternance politique qui n'a jamais lieu. Et puis l'Union européenne, notamment le diplomate Berlanga, en plus des autres membres du corps diplomatique, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur d'Allemagne et l'ambassadeur des USA, continuent de suivre de près la question du dialogue ou la question des réformes politiques qui devaient se faire au Togo. Donc, ce n'est pas du tout une bonne occasion pour l'autorité togolaise de pouvoir obliger M. Belanga à quitter le Togo dans des conditions actuelles où il doit être rappelé, parce que ça ne fait pas bonne presse. Ça ne fait pas bonne presse parce que M. Berlanga, il faut le dire, ne parle pas, ne retient pas sa langue. Il dit clairement les choses. Il oblige les responsables togolais à opérer le dialogue, à opérer les réformes, à assurer la démocratie, à assurer l'alternance. Et par rapport, en tant qu'acteur des droits de l'homme et acteur politique, acteur de la presse, je sais comment M. Berlanga, de temps en temps, essaie de voir la chose de la façon à faire obtenir beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de démocratie, beaucoup plus d'état de droit pour le Togo dans toutes les rencontres régulières qu'il arrive à avoir avec les acteurs politiques togolais. Donc je pense que c'est ça qui dérange aujourd'hui le pouvoir de Lomé, qui ne pense pas que M. Berlanga n'est pas dans cette même ligne où il faut tourner le dos au dialogue et il faut assurer une gouvernance à vie, un pouvoir à vie où on ne rêve pas de l'alternance. Voilà un peu les raisons qui obligent les autorités togolaises à faire rappeler Berlanga Martinez. D'accord. Carlos Keito, je le disais, vous êtes directeur du journal L'Indépendant Express. Alors, quelles peuvent être, selon vous, les conséquences diplomatiques pour le Togo et l'impact sur le prochain sommet concernant la sécurité maritime qui se tiendra dans quelques jours au Togo? Oui,
La première conséquence, c'est naturellement l'isolement du Togo. Parce que quand un pays décide de renvoyer le représentant de l'Union européenne de toute l'Europe, vous pensez que cela ne va pas faire plaisir à tous les autres membres diplomatiques, les membres du corps diplomatique qui représentent l'Union européenne. Et même Bruxelles ne va pas digérer ce renvoi qui, non seulement est une décision diplomatique scandaleuse, mais est une humiliation à l'endroit de toute l'Union européenne. Donc l'Europe ne va pas le dire et sans doute des consignes vont être données si il arrivait que M. Berlanga Martinez soit rappelé. Celui qui viendra, il ne sera pas là pour être le béni oui du gouvernement togolais, je l'espère. Et en plus, il y aura naturellement des réticences de l'ouverture des actions de l'Union européenne vis-à-vis du Togo. Le gouvernement togolais n'est pas à sa première manœuvre. Vous vous rappelez, il y a quelques années, c'est le conseiller politique Eric Box qui a été expulsé de l'ambassade de France. Vous vous rappelez encore, et récemment, c'est le directeur général de la brasserie Tomé qui aujourd'hui a été également expulsé dans des ambiguïtés de redressement fiscal avec l'Office togolais de recettes. Et on se rappelle également d'autres personnalités comme le défenseur des droits de l'homme du centre Nitro Mounia, Azerika. Il a été expulsé. Il a été expulsé du Togo, Manu Militari, au lendemain de l'élection présidentielle de 2015. Donc on semble comprendre que c'est un bras de fer que l'autorité togolaise établit entre elle et la communauté internationale, notamment l'Union européenne. Et naturellement, ça ne va pas faire bonne presse. Maintenant, revenons à la question de la sécurité maritime. Vous savez que le sommet sur la sécurité maritime est piloté par le gouvernement togolais avec l'appui de l'Union africaine, mais il y a également l'intervention des acteurs de l'Union européenne, et de la France, et de l'Allemagne, et des États-Unis, et puis de tous les autres pays. Mais si c'est en cette période que l'autorité choisit de faire rappeler le représentant de l'Union européenne, et allez-y comprendre que ils ne vont pas traiter un tapis rouge pour les autorités togolaises pour la réussite de ce sommet. Carlos Keto, parlons justement de ce sommet sur la sécurité maritime. Quelles sont les chances et les risques d'échec, selon vous, de ce sommet, puisque déjà Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, affirme déjà qu'il boycotte ce sommet, et il semblerait aussi, d'après nos investigations, que ce n'est pas tout de même la préoccupation première du peuple togolais. Oui, les chances et les faiblesses. Bon, parlons d'abord des chances. Vous savez que c'est un sommet qui intervient dans un moment où la question de la sécurité maritime est préoccupante sur le plan international. Le golfe d'Aden, les questions d'immigration, les questions des pirates maritimes, tout cela. Ça fait que ça attire l'attention de l'opinion nationale et internationale sur la réalité de la question de la piraterie maritime au niveau de l'Afrique et au niveau du golfe de Guinée. Bon, ça, c'est une chance pour l'autorité togolaise de pouvoir profiter de la faveur d'un certain nombre d'acteurs occidentaux pour obtenir un sommet qui devrait mobiliser le plus de partenaires à pouvoir l'appuyer. Ça, ce sont les chances. Mais il y a également des faiblesses et les risques d'échec de ce sommet, dans la mesure où, d'abord, ce sommet intervient à un moment où il y a des situations névralgiques qui affectent l'opinion politique, surtout l'opposition, qui n'est pas totalement informée et qui ne partage pas les objectifs de réussite des conférences. Les autorités togolaises évoquent, entre autres, la question de la relance de l'économie, les affaires vont marcher, le Togo qui va profiter sur le plan international en matière diplomatique. Bon, cela, tout ce que je viens de citer là, profite beaucoup plus au gouvernement togolais, à l'autorité togolaise. Le citoyen lambda, le petit vendeur du Gary, de Tabigo par exemple, ne peut pas se dire que voilà, le sommet sur la sécurité maritime qui se tient à Lomé va me profiter à moi qui suis à Tabigo, à Djertanga ou bien à Tou. Voilà un peu comment la situation se présente. Et les autorités togolaises n'ont pas eu la peine d'esprit de sensibiliser à fond les populations sur les avantages liés à ce sommet. Ça, c'est un premier point. Et puis de deux, on semble comprendre que le gouvernement togolais a été de cafouiller sur la tenue même du congrès.
du sommet sur la sécurité maritime. Quand vous venez à Lomé, vous allez comprendre que ce n'est pas aussi la mobilisation générale. On ne sent pas que les choses sont au point. Les rues restent comme elles étaient. Il n'y a pas de décoration spéciale. Les hôtels restent dormantes. Les délégations extérieures ne s'annoncent pas comme il faut. On semble comprendre qu'il y a une certaine réticence et mieux une léthargie dans l'organisation de ce sommet. Ce qui est un gros risque pour le pouvoir togolais de connaître un échec. Entre autres, sur le plan diplomatique, vous savez qu'il y a 2 ans, le Cameroun avait organisé un sommet sur la sécurité maritime. Et le Cameroun avait même déjà proposé une charte pour toute l'Afrique en vue de trouver des solutions pour les pirateries maritimes. Mais aujourd'hui, le Cameroun reste un peu circonspect parce que on ne comprend pas pourquoi le Cameroun a déjà évoqué une charte au nom de l'Afrique et que c'est le Togo qui revienne dire qu'il organise un sommet et qu'il vote comme le tout premier sommet sur la sécurité maritime et on semble passer de l'éponge sur ce que le Cameroun avait déjà amorcé. Cela veut dire que le lobbying diplomatique et politique au niveau du Cameroun devrait jouer contre le sommet sur la sécurité maritime au Togo. Et puis, pour partir également, les populations togolaises sont beaucoup plus préoccupées par la question de l'alternance des réformes politiques. Exactement. Vous savez, bientôt il y aura encore de nouvelles élections. On ne veut pas vivre le scénario gabonais où c'est encore le fils à papa qui remporte les élections contre la contestation des acteurs de l'opposition. Le mode de scrutin reste à un seul tour au Togo. Le découpage électoral n'a pas été effectif alors qu'il y a les élections législatives qui s'annoncent. Les élections locales sont renvoyées à la Saint-Ganglais et on ne comprend plus rien en matière politique. Et les acteurs, que ce soit au niveau de la société civile, au niveau de la politique, même au niveau du corps diplomatique, ne comprennent pas pourquoi, au moment où il y a tous ces problèmes, où le pouvoir togolais reste réfractaire à toutes les réformes, à toute ouverture pour faire avancer la démocratie, on vient appeler à l'organisation d'un sommet sur la sécurité. Dommage. Donc cela constitue également une faiblesse pour le pouvoir togolais. Le pouvoir togolais aurait mieux fait de pouvoir se tenir à des questions internes comme les réformes politiques plutôt que de s'engager dans cette manœuvre qui risque de ne pas bénéficier aux populations. Rapidement, une dernière question. Je rappelle que vous nous accompagnez en direct depuis Lomé au Togo. Alors, vous intervenez, Carlos Ketowo, dans une émission panafricaine, justement, Fenêtre sur l'Afrique. Je voudrais quand même que nous parlions un petit peu de la dernière élection présidentielle au Gabon avec sa crise post-électorale. Et finalement, après le recomptage des voix, la Cour constitutionnelle gabonaise confirme la réélection d'Ali Bongo et encore en République démocratique du Congo lundi et mardi dernier, une manifestation de l'opposition a dégénéré et a fait plusieurs morts et des blessés. Et finalement, la question fondamentale qui se pose sur le plan panafricain, les peuples africains, notamment du Togo, du Gabon, de la RDC et République Congo-Brazzaville, est-ce que ces peuples peuvent-ils rompre avec les fils au papa dans la succession du pouvoir? Oui, vous savez, dans toutes les contingences politiques et sociologiques et même géopolitiques, quand les peuples arrivent à un moment où ils semblent se faire imposer leurs dirigeants, cela ne marche pas, cela ne continue pas de faire vivre les peuples dans la tranquillité, dans la sérénité. Le Gabon, la RDC et le Togo ont un dénominateur commun, c'est qu'ils sont dirigés, tous ces pays, par le fils à papa, le Togo avec le fils au général Yadema, le Gabon avec le fils à Omar Bongo, et la RDC avec le fils à Joseph Kabila, à Kabila, donc je veux dire. Donc dans toutes ces questions, les peuples se disent que on ne peut pas connaître un certain épanouissement si nous continuons de vivre dans une certaine continuité en matière de gouvernance où ce sont les fils à papa qui imposent leur hégémonie, où on semble vivre dans une certaine monarchie au niveau des pays respectifs. C'est pourquoi quand la RDC, vous savez, il y a une certaine contagion en matière politique et en matière de révolution au niveau des peuples. Quand les Congolais de la RDC voient que les choses semblent basculer au niveau du Gabon avec la mauvaise élection de Ali Bongo
et contre Jean Ping qui revendique le recomptage des voix. Malheureusement, ce recomptage a été déjà fait, qui donne les moyens à Ali Bongo de remplir. Et voilà, ils se sont révoltés. Malheureusement, c'est encore la répression sanglante avec des morts. Et également au Togo, on semble comprendre qu'on ne veut plus de fils à papa, fort réassigné. On ne veut plus vivre aujourd'hui avec une alternance qui est même dirigée par un cacique du pouvoir unir qui se rapproche de Fort Yassimé. Certaines personnes le toléreraient plutôt que d'avoir encore un Yassimé à la tête du pouvoir. Donc c'est une révolution, du moins qui frappe un peu ces différents pays. Parce que quand nous sommes au Togo, nous voyons à côté du Bénin comment l'alternance est en train de bouger. Nous voyons du côté du Ghana comment les élections se passent et dans de bonnes conditions satisfassent les peuples. Comment nous voyons du côté de la Côte d'Ivoire, quoi qu'on dise avec les réalités au niveau politique, on semble comprendre qu'il y a quand même une certaine démocratie qui évolue à la manière ivoirienne. Et au Nigeria et dans tous les autres pays de la CEDEAO, et que c'est le Togo qui va continuer de traîner. Et en Afrique centrale, le Gabon. Il y a quand même le Burkina Faso à côté. Il y a le Burkina Faso à côté du Togo également. Il y a le Burkina Faso qui a réussi sa transition, son alternance en chassant. Je ne veux pas faire de l'économie des termes, en chassant Blaise Compaoré et en mettant en place un pouvoir aujourd'hui qui satisfait plus ou moins la population. Je pense que les populations togolaises, gabonaises et congolaises comprennent qu'il faudrait prendre leur destin en main et pouvoir mettre fin à des régimes monarchiques incarnés par Fort Yassimé. Mais justement, Carlos Couto, vous venez tantôt de parler de prise de conscience que le peuple doit prendre son destin en main, mais justement, il y a des manifestations qui sont organisées au Togo, au Congo, au Gabon, mais tout de suite, la réplique, ce sont des répressions sanglantes. Il y a l'armée qui intervient et qui soutient les pouvoirs dictatoriaux. Et là, dans ces conditions, le peuple a peur de sortir massivement dans les rues. Oui, les répressions sont sanglantes, je vous l'ai dit. C'est même déplorable qu'on puisse, en face des mêmes nues de manifestants qui aspirent à la liberté, au bien-être, à la démocratie et à l'alternance, qu'on puisse sortir des kalachnikovs, qu'on puisse sortir des chars contre ces peuples. Et vous imaginez, en 2005, le rapport des Nations Unies a été clair, 500 morts. Vous imaginez? Ce n'est pas une personne, ce n'est pas trois en Europe. En France, quand il y a un seul citoyen qui est tué, c'est le chef de l'État qui sort, qui monte le créneau pour essayer de déplorer. Mais nous avons connu 500 morts au Togo, mais à ce jour, ceux qui sont complices de façon directe ou indirecte de ces massacres sont impunis, circulent librement et ne voient pas la gravité de la situation de l'impunité qui sévit. Et bon, les peuples sont démunis, il n'y a pas de stratégie politique du côté des oppositions. Malheureusement, les oppositions restent un peu dans une logique non persévérante à des moments donnés, au moment où le peuple s'attend le moins. C'est là que les oppositions fléchissent pour ne pas engager une véritable lancée de révolution pour permettre de faire échec à toutes les manœuvres de maintien au pouvoir de certains hommes politiques. Merci. Je peux donner l'exemple du Togo en 2015. Vous savez que au moment où le peuple était mobilisé pour dire que cette fois-ci, nous n'autoriserons pas ce hold-up électoral, c'est l'opposition incarnée par CAP 2015, Jean-Pierre Fabre notamment, qui ont demandé à la population de ne pas sortir, de faire l'apaisement, parce que ça risque d'amener des bains de sang. C'est scandaleux, c'est incompréhensible au moment où, vous savez, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Les peuples qui se révoltent sont les peuples qui arrivent à obtenir leur liberté. La liberté de s'en battre sur un plateau d'or, en tout cas. En tout cas, merci beaucoup, Carlos Couto. Nous avons, en début de cette émission, dans notre coup de gueule, le coup de gueule de Phoenix de l'Afrique, lancé un appel à la raison à l'opposition togolaise. En tout cas, Carlos Couto, directeur du journal Indépendant Express, merci de nous avoir accompagnés en ligne en direct depuis Lomé. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous vos auditeurs et félicitations pour le travail que vous abattez pour la démocratie en Afrique.
Radio Denis Bon, basée aux yeux.